Bonjour Gilles-William Goldnader. Bonjour Vincent Roux. Il y a 2 ans maintenant, jour pour jour, se déroulait la terrible attaque de Crépol. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir débat autour du mobile de cette attaque, que le racisme anti-blanc ne soit pas pour l'instant établi? Non mais attendez, c'est tout à fait normal, puisqu'il y a une procédure judiciaire en cours. Donc j'arrive parfaitement à comprendre qu'au moment où nous parlons, il n'est pas établi que le pauvre Thomas soit mort parce qu'il était blanc. Ce qui par contre est établi par des témoignages, c'est que pas mal de membres du quartier de la Monnaie, des gens issus donc de l'immigration, sont venus en disant on va frapper des blancs, on va tuer des blancs, etc. Ça, il y a des témoignages nombreux là-dessus. Ce que je ne comprends pas dans ce cadre, c'est que dès l'instant où il y a des témoignages là-dessus, et ça fait partie de mes interrogations, les juges n'est pas ouvert avec l'incrimination possible de justement meurtre à caractère racial. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je peux vous dire que dans les procédures en question, et s'agissant peut-être d'autres populations, dès l'instant où il y a ce genre d'incrimination, on ouvre la possibilité, quitte à la refermer. Mais donc, et le fait que nous savons que les témoignages, un rapport de synthèse, ait été classé bizarrement dans un endroit où il n'aurait pas dû être dans le dossier judiciaire, accentue mon caractère un peu chagrin pour savoir pour quelle raison le juge n'a pas ouvert avec cette possibilité d'incrimination. Je vous pose la question parce que finalement la question du racisme anti-blanc est un chapitre dans votre livre, un chapitre important. Pourquoi consacrer autant de pages à ce sujet? N'est-ce pas donner un peu corps à un fantasme venu de l'extrême droite? Voilà, alors là vous vous moquez de vous-même d'une certaine manière. Je vous pose la question. Écoutez, d'abord j'attire votre attention sur le fait que je visite les nids de cocus. Et l'un... Alors, juste définition, qui sont les cocus? Moi, dans mon livre, vous savez bien que je fais un sort particulier. Je suis un aigle qui survole la France. Le dernier chapitre montre que c'est moins simple sur le plan... Oui, vous rêvez un aigle et vous rêvez... Ne dites pas la fin. Je ne dis pas la fin, au contraire. Disons que c'est moins simple. Mais à la fin, vous ne vous rêvez plus aigle. C'est moins simple sur le plan ornithologique que cela. On va dire ça comme ça. Mais donc, je suis un aigle qui survole la France et survole des nids de cocus. Donc, il y a le cocu français, et je parle de l'immigration. Il y aura le cocu mâle blanc, et il y aura le cocu juif. Mais là, nous parlons effectivement du cocu blanc. Et je le considère effectivement comme cocu, à la différence d'autres races victimes du racisme, parce que on est dans la négation, dans la dénégation de ce racisme-là, qui est l'un des racismes les plus épouvantables, parce qu'en plus, vous ne pouvez pas même avoir la consolation de vous plaindre de ce racisme. D'ailleurs, à l'instant, je viens de vous dire, et je me plains moi-même, en tant qu'avocat qui sent un peu cocu, d'une certaine manière, pourquoi le juge n'a-t-il pas, comme on le fait d'habitude, pourquoi le juge n'a-t-il pas ouvert la possibilité? Pourquoi deux journalistes ont-ils consacré un livre à l'affaire de Crépol, et que dans le cadre d'une émission sur le service public, l'un d'eux, qui travaille à l'équipe, eh bien, trouve le moyen de dire, de toute manière, Thomas n'a pas été victime du racisme anti-blanc, puisque ce racisme anti-blanc n'existe pas. C'est une œuvre de l'imagination sortie de l'extrême droite, ce qui est monstrueusement faux. Je montre notamment dans ce livre-là, comme dans d'autres avant, parce que c'est vrai que ça fait partie du centre de beaucoup de mes explications sur le malheur qui nous arrive, c'est que le racisme anti-blanc
le racisme anti-occidental est prégnant. Tout ce qui nous arrive, d'une certaine manière. Justement, quels sont les exemples qui vous permettent de dire qu'il est décomplexé et qu'il est prégnant? Non, mais pardon, mais il existe dans certains quartiers français, des jeunes sont attaqués parce qu'ils sont blancs. On les traite de sales gvers. Des femmes, pardon, mais des femmes blanches sont quotidiennement agressées, violées parce qu'elles sont blanches. Ou parce qu'elles sont femmes. Non, mais il faut qu'elles soient... C'est la condition sine qua non pour qu'elles soient violées. En tous les cas, pour les hétérosexuels. Mais le fait qu'elles soient blanches, on lui prête des turpitudes ou une facilité de mœurs qui fait que, et de toute manière, une femme de couleur ou d'une autre religion serait peut-être plus respectée. Donc, non, mais il n'y a pas de doute que les femmes françaises blanches sont victimes massivement de viols. C'est ainsi. Et la réticence à l'admettre fait partie du racisme anti-blanc. Vous dites c'est ainsi, c'est-à-dire que vous avez été, par exemple, vous, en tant qu'avocat, saisi par des victimes? Mais bien entendu. Mais bien entendu. Je veux dire, c'est quelque chose... on ne peut pas, dans ce cadre-là, être dans la dénégation. Alors, bien entendu aussi, c'est le résultat aussi de l'immigration massive. Parce que, sauf à être dans la cécité intellectuelle, il n'y a pas que des immigrés dans ce genre de population-là. Est-ce que vous pensez un seul instant que j'ai pu le penser? Mais il se trouve que les auteurs, il se trouve qu'il est indéniable que les auteurs de viol sont en proportion massivement d'origine migratoire ou issue de l'immigration. C'est ainsi. Et le nier, d'une certaine manière, fait partie du racisme anti-blanc parce que il n'y a pas de... Le blanc, la souffrance blanche, finalement, n'est pas... beaucoup de gens ne sont pas accessibles à la souffrance blanche. Et j'ajoute, ça fait partie de mon livre, ça surtout, ce sont les blancs eux-mêmes qui ont été les premiers racistes anti-blancs. Il faut bien comprendre cela. Issus souvent de l'extrême gauche, et dans le cadre de ce que j'ai décrit tout au long de mes livres, dans le cadre de l'antinazisme devenu fou, où le blanc, il existe, pardon, mais c'est central chez moi, il existe une sourde honte chez le blanc d'avoir en commun la même couleur de peau que le diable des temps modernes qui s'appelle Adolf Hitler. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de néo-anticolonialisme aussi dans ce phénomène? De néo-anticolonialisme. Oui, c'est là, mais ça aussi, c'est une petite divergence que j'ai avec mon ami Pascal Bruckner. Lui pense que le racisme anti-blanc vient du colonialisme, de la détestation du colonialisme, qui certes avait des aspects positifs, mais des aspects aussi négatifs. Moi, je pense que le colonialisme a été revisité à la lumière blafarde de l'antinazisme devenu fou, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais en tous les cas, le résultat est le même. À l'arrivée, beaucoup de blancs s'auto-détestent. Le blanc qui, il y a 100 ans, 150 ans, s'estimait incarner la civilisation, l'être supérieur, se considérant encore d'aucuns, certains, notamment dans la jeunesse, se considèrent au contraire issus d'un peuple inférieur au plan moral qui a tellement fait souffrir toute la planète. Est-ce que ce n'est pas aussi l'effet de l'américanisation finalement du monde occidental qui a abordé ces questions-là à l'aune des fractures de la société américaine? Alors, il est certain que l'extrême gauche américaine, qui s'est construite, elle, moins peut-être sur les ruines du nazisme, mais sur l'esclavagisme et l'anti-esclavagisme,
effectivement, il existe dans une partie de la société américaine une sourde honte, elle n'est pas si sourde que ça, justement, d'avoir été un peuple esclavagiste, mais on oublie complètement l'esclavagisme arabique, par exemple. Vous en voulez aussi aux faux gentils. Qui sont-ils? Oui, ça, encore une fois, vous savez, je nourris, c'est vrai, une détestation que je ne cache pas beaucoup. Ah oui, ça, vous dites par rapport aux catholiques, moi j'ai le sens du pardon, pas le sens du pardon catholique. Moi, je n'ai pas le pardon chrétien. Pas le pardon chrétien. Je n'ai pas le pardon chrétien. Le juif mécréant qui vous parle médite souvent cette maxime: celui qui donne sa pitié aux méchants fait tort aux justes. Je n'ai pas la pitié facile. Mais sur les faux gentils dont vous me parlez, c'est évidemment l'extrême gauche. Les donneurs de leçons de morale qui sont censés être plus gentils que les autres. Pourquoi avoir consacré un chapitre aux juifs cocus? Attendez, un jour, je vous assure, ça sera peut-être... D'ailleurs, je l'annonce peut-être là. Ça sera peut-être mon prochain bouquin. Ça s'appellera Le Grand Mensonge. Très sincèrement. Quand j'écris mon journal de guerre, je le commence le 8 octobre au matin. Je le commence, je dois écrire 8 octobre rien, mais vers le 10-12 octobre, j'écris, nous sommes le 10 ou 12 octobre, peu importe, nous sommes le 12 octobre, la riposte n'a pas encore eu lieu, l'État juif pogromisé sera bientôt nazifié, parce que je connais mes classiques. Oui. C'est intéressant, ça vous l'aviez dit d'ailleurs dans votre précédent livre. Vous avez quelques mots très durs d'ailleurs, rapidement, hein, mais à l'égard du gouvernement israélien, à qui vous reprochez d'avoir perpétué cette guerre. Alors, après avoir certes défendu corps et âme le pays nazifié, c'est sûr que en ce qui concerne le gouvernement Netanyahou, qui est composé de ministres, certains extrémistes, je pense qu'il a prolongé un peu trop longuement la guerre. C'est ce que vous pourrez lire dans Vol au-dessus d'un nid de cocu, la dernière charge de Gilles William Golnadel. C'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Gilles William. Merci à vous. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.